Depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, la division du matériel et de l'attraction de la SNCF poursuivait deux objectifs. Le premier était de reconstituer au plus vite le parc de locomotives qui avait été sérieusement endommagé pendant la guerre. Le deuxième était la réduction des coûts d'exploitation par la modernisation et surtout l'uniformisation. Cela passait inévitablement par l'élimination de la traction vapeur, qui comportait encore des séries de machines très disparates, héritées des anciennes compagnies. Pour les lignes à fort trafic, pas d'hésitation, la traction électrique s'imposait. Pour les lignes secondaires, les dessertes terminales, les manœuvres et même certaines lignes de banlieue, le diesel semblait être la solution. Mais le choix des moteurs disponibles à l'époque était limité. Dans un premier temps, la SNCF commanda la première série des 040 DE, des locomotives mixtes d'un poids limité à 68 tonnes, leur permettant de circuler sur toutes les lignes, même faiblement armées. Ce sont des machines diesel électriques du type BB équipées du moteur Sulzer 6 LDA 22 à 6 cylindres en ligne, développant selon les versions 600 ou 750 chevaux à 950 tours minute. C'est un gros moteur, lent et lourd, mais d'une grande fiabilité. On voit ici une de ces machines dans une livrée proche de l'origine sur le chemin de fer de Blaise-et-Der en Haute-Marne. Quelques temps plus tard, des moteurs plus rapides arrivèrent sur le marché, dont le fameux moteur MGO à 12 cylindres en V de 825 chevaux à 1500 tours minute. Il équipa la deuxième série de ces machines, les 040 DE 500 qui devinrent plus tard les 63 500. Ces deux séries de locomotives mixtes simples ont vraiment été réussies. Leur longévité est la preuve de leur qualité. Près de 50 ans après leur naissance, elles sont toujours en pleine activité, comme celle-ci au chantier de lavage des voitures de Nice. Mais leur puissance restait somme toute assez modeste. Si elles s'accommodaient assez bien des manœuvres et des trains légers ou des dessertes terminales, dès que les tonnages augmentaient, il fallait recourir à la double traction. Beaucoup de trains lourds du nord et de l'est, par exemple, leur étaient interdits, sinon en faisant appel à la double, triple, voire quadruple traction. Pour concevoir des machines de ligne à plus grande puissance, le choix des moteurs était tout aussi limité. Les 60 DA, les CC diesel électriques de la grande ceinture parisienne, futurs CC 65 500, furent équipés du moteur Sulzer 12 LDA 28 à 12 cylindres sur deux lignes. Un moteur développant 2000 chevaux à 750 tours minute, mais d'un poids respectable de 28 tonnes avec sa génératrice. Le poids de cet ensemble avec les auxiliaires imposait une machine à 6 essieux qui donna de bons résultats en tête des trains lourds de la grande ceinture. Une autre formule de motorisation fut expérimentée avec les 60 dB, futurs CC 65 000. Deux groupes électrogènes, construits autour du moteur MGO de 825 chevaux, alimentent les 6 moteurs de traction des deux bogies. Bien que moins puissantes que les 60 DA, ces machines donnèrent toute satisfaction et récupérèrent tous les trafics dans la région de La Rochelle. Une nouvelle version du moteur MGO fit son apparition au milieu des années 50. Le V16 BSHR à 16 cylindres en V. Équipé de 2 turbocompresseurs de suralimentation, il développe 1400 chevaux à 1500 tours minute. Compact et relativement léger, il rendait possible la conception d'une locomotive du même genre que les 63 500, mais presque 2 fois plus puissante pour un poids identique. Voici son diagramme. Le moteur est installé au centre avec l'échappement en toiture de la cabine. La génératrice à courant continu est montée en bout d'arbre avec la génératrice auxiliaire au-dessus. À l'avant du grand capot, on trouve les radiateurs et leurs ventilateurs placés en toiture et entraînés directement par le moteur, comme le compresseur d'air et les ventilateurs des moteurs de traction.
L'appareillage électrique et les batteries sont montés en cabine et dans le petit capot. Les bogies sont du type Y199 avec châssis mécano-soudé. Les moteurs de traction TA648 sont montés sur chaque essieu selon la formule éprouvée dite suspendue par le nez. La suspension primaire est réalisée par ressorts hélicoïdaux qui s'appuient sur les boîtes à coussinets Athermos. Les cabines de ces machines sont assez originales. Elles sont munies d'un pupitre de commande de chaque côté de la cabine et de 2 tableaux de contrôle orientables. Les commandes de traction des 2 pupitres sont reliées mécaniquement, ce qui permet au conducteur de passer rapidement d'un pupitre à l'autre. Les tableaux réunissent les principaux indicateurs, les manomètres de frein, les contours moteurs, l'indicateur de vitesse, l'ampèremètre de traction, etc. Les interrupteurs des auxiliaires sont montés sur le dessus de l'armoire électrique, de part et d'autre d'un des 2 tableaux. Cette disposition donne 4 positions de conduite possibles. Le mécano peut ainsi s'adapter aux meilleures conditions de visibilité, comme par exemple sur les lignes d'Alsace-Lorraine, avec la signalisation à droite. 40 machines ont été commandées à l'usine Alstom de Tarbes en 1957. La 040 DG1 est livrée en octobre 1959 et les essais commencent aussitôt dans la région de Tarbes. La série est numérotée 040 DG1 à 40. Les conducteurs vont devoir se familiariser avec ce système particulier de tableaux orientables et de postes de conduite multiples. Ce sont les mécanos de l'époque qui nous en font la démonstration. À l'origine, la vitesse maximale des 040 DG est 105 km/h, mais leur bon comportement permettra de relever cette limite à 120. Au cours des essais, les 040 DG remorquèrent 1350 tonnes à 15 km/h en rampe de 10 pour 1000. Mais on arriva plus vite aux limites de l'adhérence qu'à celles de la puissance. Traditionnellement, c'est sur les longues rampes de 25 pour 1000 de la ligne des Alpes que furent effectués une grande partie des essais. Les essais étant concluants, la production en série est lancée et un deuxième lot de 160 machines fait l'objet de 4 commandes successives entre novembre 59 et février 63. 110 machines seront construites par Alstom à Tarbes et à Belfort et 50 par la Compagnie des Forges et Ateliers de la Loire à Saint-Chamond. Leurs différences avec les machines de la première série sont assez peu visibles. Les longerons de châssis sont écartés de 30 mm, les capots allongés de 11 cm et des filtres à air montés en bas de cabine. La capacité du réservoir est ramenée à 3000 litres au lieu de 3600. Les bogies Y199 d'origine sont remplacées par des Y209, très semblables mais qui se distinguent à l'extérieur par les timoneries de frein apparentes. Mais 2 machines de cette deuxième tranche présentaient des différences notoires. Les 040 DG 501 et 502 étaient équipées d'un moteur lent du type 8LVA24 de chez Sulzer. Elles étaient reconnaissables à des protubérances diverses sur les capots.
Le moteur, plus puissant que le MGO, développait 1750 chevaux à 1000 tours minute, mais il était plus lourd et plus encombrant. Il avait nécessité un réaménagement complet de ses locomotives qui pesaient presque 80 tonnes, soit 12 tonnes de plus. Ces prototypes n'ont pas eu de suite, mais permirent la mise au point du moteur des futurs 68 000. Les machines de série sont livrées au rythme de 30 à 35 unités par an et s'emparent rapidement de toutes sortes de trafics. Comme elles ne sont pas équipées d'origine pour le chauffage des trains de voyageurs, elles sont attelées à un fourgon chaudière. Ce fourgon est équipé d'une chaudière à vapeur Clarkson avec ses réservoirs d'eau et de fioul, d'un compresseur d'air et d'un groupe électrogène. Par contre, elles ont été équipées à la construction de l'appareillage de couplage en unités multiples, ce qui leur a permis de prendre des trafics plus lourds, aussi bien en marchandises, comme ici au triage d'Albi, qu'en voyageurs sur les lignes transversales au profil plus difficile. Ces locomotives étaient, entre autres, destinées à remplacer la vapeur pour le trafic banlieue. Or, ce trafic a des exigences particulières, comme la nécessité de faire des rebroussements rapides à chaque extrémité du parcours. À partir de 1962, 80 d'entre elles furent donc équipées de la commande en réversibilité, ce qui a permis d'éliminer la vapeur des deux dernières grandes gares parisiennes de l'Est et du Nord, non électrifiées à l'époque. C'est aussi en janvier 1962 que la SNCF change la numérotation des locomotives. C'est ainsi que les 040 DG sont devenus les BB 66 000. Les machines en service ont été renumérotées et les nouvelles livraisons ont porté directement les nouveaux numéros. Toujours en 1962, 10 locomotives de la deuxième tranche sont livrées avec un moteur différent. Le Pielstick V12 PA2 175. C'est un moteur à 12 cylindres en V avec préchambre de combustion de 1200 chevaux. Il sera remplacé quelques années plus tard par une nouvelle version qui développe 1800 chevaux à 1500 tours minute. Ces machines sont numérotées 66 304 à 313, puis 66 604 à 613. Deux d'entre elles, renumérotées 66 903 et 904, puis 66 691 et 92, furent équipées à titre d'essai d'un groupe alternateur redresseur, en remplacement de la génératrice. Ces deux machines furent ainsi les prototypes des 66 400. Au milieu de 1963, environ 150 locomotives sont déjà en service. Alors que les machines de la deuxième tranche en sont à peu près à la moitié de leur livraison, la SNCF passe commande à Alstom de la troisième tranche de 66 000. 130 machines sont commandées en 3 fois, en septembre 1963, juillet 64 et octobre 65. Leur livraison va s'étaler jusqu'en octobre 68 sous les numéros 66 189 à 318. Elle présente quelques améliorations par rapport aux machines de la deuxième tranche. La modification des cabines est la plus visible pour tous. Les nouveaux pupitres s'inspirent des modèles unifiés, avec à gauche les manettes de frein direct et automatique et l'avertisseur sonore. Au centre, le plateau porte-document de marche, avec en haut et en bas les interrupteurs des auxiliaires. À droite, grande nouveauté, un manipulateur de traction moderne. Sur le tableau, la répartition des appareils est standard. Manomètre de frein à gauche, les contrôles moteurs au centre, avec le compte-tours, l'ampèremètre et les témoins, et à droite, l'indicateur de vitesse et le bloc radio sol-train. Sur le dessus de l'armoire électrique, il ne reste plus que les manettes de lancement des moteurs. Les deux pupitres sont désormais montés dans l'angle gauche de la cabine, sens de la marche. Les essais d'alternateurs redresseurs sur les 66 691 et 92 ayant donné de bons résultats, une nouvelle série de 106 machines est commandée à Alstom en 3 tranches en 1966, 67 et 68.
La livraison des 66 401 à 506 s'étalera sur un peu plus de 3 ans. Le moteur est toujours le MGO V16 BHSR qui a fait ses preuves. L'alternateur est monté en bout d'arbre moteur et l'alternateur auxiliaire, au-dessus, est entraîné par courroie. Le moteur est maintenant lancé par 2 démarreurs électriques et la régulation de puissance du groupe moteur-alternateur a été modifiée. L'alternateur permet aussi d'alimenter le chauffage électrique des rames voyageurs et de se passer du fourgon chaudière. D'autres améliorations de détail ont été apportées, mais l'ensemble châssis-caisse est le même que la dernière série des 66 189 à 318. Les bogies sont maintenant des Y216, de même conception que les précédents, mais avec une suspension secondaire réalisée par bloc élastique. Le freinage est assuré par des blocs freins P60 munis de semelles composites. De ce fait, les timoneries extérieures de frein ont disparu. Les essieux sont équipés de boîtes à rouleaux ISNR ou Timken. Les moteurs de traction sont toujours du type TA 648, mais de la variante H adaptée au courant redressé. En cabine, on retrouve le pupitre des machines précédentes avec quelques modifications. La commande de frein est toujours le robinet H7A et au même endroit. Au-dessous, l'avertisseur. Les interrupteurs ont été rassemblés sur le devant du panneau central dans ce qu'on appelle la boîte à levier. Quant au tableau, peu de changements. À gauche, le freinage. Au centre, le contrôle moteur commutable sur une ou l'autre machine à coupler. L'indicateur de vitesse et le bloc radio. Le 31 octobre 1971, les 436 machines de cette lignée sont en service sur quasiment toute la France. Leur conquête a commencé en 1959 par les dépôts de Besançon et Toulouse, puis Port-les-Valences, Nancy et Thionville. En 61, les 40 DG arrivent à Strasbourg, à Amiens et en région parisienne, à Achères et Noisy-le-Sec pour la banlieue Est. En 1962, on les voit à Nantes, à Paris au dépôt de la Plaine et à Chambéry. Puis c'est la Bretagne qui les découvre. Elles étendent leurs prestations en Champagne et en Lorraine. Dans le sud, les machines de porte prennent la Côte d'Azur. Et Limoges reçoit une dotation aussitôt employée sur les difficiles lignes d'Auvergne. Les 66 000 conquièrent la Normandie à partir de Sotteville, puis Chalindrey et Vénissieux pour la région lyonnaise. À La Roche-Migène, les nouvelles venues prennent les lignes du Morvan en 1967. Les machines de Rennes rejoignent Nantes et Tours. Chalon-sur-Marne et Nîmes deviennent dépôts titulaires, puis ce sera le tour de Nevers, Avignon et les Aubrais. Les 66 000 auront ainsi fréquenté plus ou moins longtemps une grande partie des lignes de la SNCF, avant d'être regroupés suite à l'arrivée de machines plus puissantes et à l'extension des électrifications. 45 ans plus tard, les 66 000 sont toujours en activité à Besançon, un des 2 premiers dépôts titulaires de la série. Et elles ne sont pas reléguées aux tâches subalternes, loin de là. Les 66 400 de Chalindrey assurent la traction des trains de l'armée à destination du camp militaire du Val d'Aon. Au départ de Besançon, les convois de chars sur la longue rampe de 30 nécessitent la double traction avec renfort en pouces.
Toujours sur la ligne Besançon-Le Locle, une manifestation sportive donne l'occasion de voir des circulations spéciales. La Diagonale du Doubs réunit près de 3000 vététistes, dont une grande partie utilise des trains spéciaux pour se rendre aux différents points de départ. En gare de Saône, 10 voitures sont emmenées par une UM de 66 400, assistée par une troisième loco en pouce. À Giguet, les participants descendent et s'apprêtent au départ. Le train repart vers Morteau pour laisser la voie libre au train régulier. En début d'après-midi, le train redescend vers Besançon sous une pluie battante. Voici une autre apparition exceptionnelle des 66 000 sur une ligne quasi réservée aux autorails. Dans le Jura, à Nurieux, sur la ligne de Bourg-en-Bresse à Saint-Claude, une UM de 66 000 achemine un wagon spécial chargé d'un transformateur pour l'EDF. Ce sont les locomotives de Toulouse qui furent les premières mises en service en 1960. Aussitôt, elles s'accaparèrent les lignes des bassins miniers de Carmaux et d'Ocasville, puis les lignes difficiles du Massif central. 45 ans après, elles n'ont pas lâché prise, comme on le voit ici sur les lignes de l'Étoile de Saint-Denis-près-Martel en provenance d'Aurillac. Toujours sur la ligne d'Aurillac, la 66 286 emmène un train de service vers l'usine de traverse de Bretenoux.
Dans le nord-est, les nombreuses lignes électrifiées ont limité l'extension des parcours diesel. Au milieu des Cibiques, on voit malgré tout des 66 000 dans certains dépôts, comme ici à Mont. C'est la 66 506, la toute dernière de la série, qui part au le-pied vers Charleville-Mézières. Toujours sous caténaire, cette UM ramène une rame vide au faisceau d'échange de Gemont. Rame à destination d'usine sidérurgique près de Charleroi en Belgique. En Picardie, les 66 400 assurent toujours de nombreux TER sur les lignes non électrifiées, comme ici au passage à Rochy entre Beauvais et Creil. Leur activité en trafic voyageurs s'est réduite avec le temps. Avant l'électrification, on pouvait quand même en voir dans les Vosges, dans la région d'Épinal par exemple, en tête de rame RRR aux couleurs de la Lorraine. Le dépôt de Sotteville, près de Rouen, est bien fourni en machines puissantes comme les 68 000. De ce fait, les 66 000 sont plutôt affectés aux trains légers. Mais on peut quelquefois en voir en tête de train lourd, comme cette rame de wagon plat chargée de blocs d'enrochement sur la ligne d'Abbeville au Tréport. En Bretagne, ces machines se retrouvent souvent en tête de train de céréales qui remontent la vallée du Blavet jusqu'à Pontivy. Ce train franchit à 10 km/h le pont sur le Blavet, à Saint-Nicolas-les-Eaux. Plus au sud, le dépôt de Limoges a attendu 1965 pour recevoir sa première dotation en 66 000. Elles furent dirigées en premier sur les lignes difficiles du Massif central, puis elles conquirent rapidement les lignes de Poitiers et d'Angoulême. Sur cette dernière, à Saillat-Chassenon, la 66 164 démarre en train léger vers Limoges. Toutes ces lignes drainent un important trafic de bois, surtout depuis la tempête de 1999 qui a provoqué de très gros dégâts aux forêts de la région.
En provenance d'Angoulême, cette UM ramène à Limoges un 2800 tombé en panne. C'est rare, mais ça arrive. Les 66 000 ont eu le triste privilège de faire les derniers trains de la ligne Borne-Sargues en 1991. Autre dernier train sur la ligne Ussel-La Courtine en 1992. Les 66 000 ont aussi fait les derniers trains marchandises de la ligne Le Teil, Aubenas, La Levade. Même si, sur la fin, certains trains étaient peu chargés, il y avait sur cette ligne un gros trafic d'eau minérale de Vals et des verreries d'Aubenas. En plus de la vétusté de la voie, la longue rampe de 25 du Teil à Saint-Jean-de-Santenier limitait sérieusement la vitesse. À Vogüé, la ligne d'Alès était déjà fermée depuis longtemps et les trains rebroussaient vers Aubenas. À Saint-Cernin, l'embranchement de la ligne de l'Argentière a été fermé en avril 1988, en même temps que toute la ligne du Teil à la Levade. Ce jour-là, l'Ardèche n'avait plus de ligne SNCF. Seule consolation, Viaduc 07 fait rouler des Picasso entre Saint-Jean-de-Santenier et Vogüé. Les premières 66 000 sont arrivées sur la Méditerranée en 1961. Pas au dépôt de Miramas, filmé ici en 1980, mais c'était celles du dépôt de Porte-les-Valences qui se sont petit à petit infiltrées sur la côte bleue entre Marseille et Fos. Depuis, comme elles se sont bien plues au soleil, elles s'y sont installées définitivement. À Nîmes, Avignon, Miramas, on les voit toujours en tête de trains variés, et même de trains de pétrole, pas spécialement légers. Et en s'y mettant à plusieurs, on y arrive toujours. Les 66 000 n'ont fréquenté la Côte d'Azur que de 1964 à 69, jusqu'à l'arrivée de la traction électrique. Leurs apparitions y sont maintenant exceptionnelles, comme ce train de contrôle et de réception de la caténaire entre Cannes et Grasse en mars 2005. Sur la base travaux de Cheval Blanc du TGV Méditerranée, on pouvait voir quelques 66 000 dans la cavalerie hétéroclite des chantiers. Elle côtoyait les BB 62 000 hollandaises, des 68 000 et les fameuses CC 65 500. Employées à la remorque de trains relativement légers, elles ont quand même souffert sur les fortes rampes, malgré l'emploi systématique d'une UM en tête et une en queue. Nous remontons vers le nord par la ligne des Alpes, une ligne qu'elles ont fréquentée dès leur début puisqu'une partie des essais se sont déroulés ici.
Depuis longtemps, les trains de voyageurs sont assurés par des rames tractées par des 67 400 ou par des autorails RGP 72 500 et 73 500. Elle remorque ici quelques trains de marchandises en remplacement éventuel de 67 000. À Veynes, ce couplage s'apprête à remonter vers Chorges les wagons vides pour les expéditions d'eau de la source des Écrins. La rame est coupée en deux ici, car même avec une composition réduite, ce train est toujours remorqué par une UM, en raison de la longue rampe de 25 pour 1000 entre Gap et la Fressinouse. Au retour, la rame chargée prend la direction de Marseille à la bifurcation du poteau Saint-Luc. Dans la vallée du Rhône, toute proche, on ne voit presque plus de 66 000. Même sur la rive droite, où elles ont assuré un gros trafic entre la fin de la vapeur et l'électrification. Maintenant, elles passent ici en remorque dans des trains de machines ou pour une circulation exceptionnelle. Pour les voir en tête de trains réguliers de voyageurs grande ligne, rendez-vous à La Roche-Migène. Cette UM de 66 400 démarre une rame corail à destination d'Avallon et de Clamecy. À Cravant-Bazarne, une des deux locaux est dételée et va se garer. La deuxième machine part avec une demi-rame à destination de Clamecy. La première machine revient se mettre en tête de l'autre demi-rame et part vers Avallon. Au retour, les deux demi-rames montent directement vers La Roche, sans se rassembler à Cravant. C'est une des dernières lignes qui nous permet de suivre une composition régulière de ce type.
Il faut aller dans l'Est pour voir avec un peu de chance des compositions similaires. Lorsqu'une 72 000 fait défaut, c'est une 66 400 qui fait le TER Dijon-Reims, filmé ici près de Chalindray. Situé sur la ligne 4, Paris-Mulhouse, et à proximité de plusieurs ramifications non électrifiées, le grand dépôt diesel de Chalindray héberge depuis longtemps une bonne équipe de 66 000 et 66 400. Elles y côtoient les 72 000 des grandes liaisons voyageurs et les 68 000, leurs concurrentes plus puissantes. Compte tenu de la très grande proportion de trains lourds à remorquer dans le secteur, elles sont pratiquement toujours utilisées en UM, même si exceptionnellement le train est court. Ce train léger sort de l'embranchement des usines Peugeot de Vesoul et se dirige vers Chalindray. À Conflans-Des, une usine métallurgique reçoit des couronnes de fils d'acier par train entier qui manœuvrent en pleine voie. Dans la région, de nombreuses industries embranchées procurent encore un trafic important à cette grande ligne. Autre source de trafic très important, si j'ose dire, l'acheminement des trains d'eau minérale en provenance de Vittel et Contrexéville. Les usines d'embouteillage sont embranchées sur la ligne de Mirecourt, qui n'est pas électrifiée. Les trains empruntent la grande artère Nancy-Dijon, la ligne 15, jusqu'à Méret, où ils prennent la direction de Contrexéville. Sur le faisceau de l'usine, un locotracteur prépare les rames et les UM de 66 000 manœuvrent avant de repartir vers Chalindray. Les rames de 1600 tonnes et les rames de 10 de la ligne donnent l'occasion aux 66 000 de montrer leur capacité.
Des travaux de renouvellement de voies sur la grande ligne Nancy-Dijon ont nécessité le détournement des trains par Mirecourt et Contrexéville, ce qui a donné l'occasion aux 66 000 de se mesurer aux grands trains de conteneurs de l'Europe du Nord vers l'Italie. Plus au sud, entre Gray et Auxonne, les 66 000 s'attellent aux trains caractéristiques d'une région plus agricole. Cela commence avec les machines agricoles, relativement légères, jusqu'aux trains complets de céréales qui peuvent atteindre les 1500 tonnes. Même à Chalindray, il leur arrive de faire des trains très légers ou particuliers, comme l'omniprésent train de contrôle des caténaires composé d'une seule voiture. Le train du Téléthon de 1998 avait une 66 000 en renfort de la 141 R 568 près de Lure. Lorsque le musée de Mulhouse expédie du matériel pour une exposition, c'est souvent des 66 000 qui sont mobilisés. Non loin de Chalindray, il y a un autre dépôt où on trouve une 66 000, celui de la compagnie ferroviaire et nautique de Corgirnon. C'est une compagnie internationale, comme le prouve la grande variété des trains qui y circulent. La traction vapeur y est toujours présente et aurait même tendance à s'accroître. La 66 150 de la compagnie CFNC est une version particulière à transmission mécanique. En cabine, on trouve un pupitre très simplifié mais fonctionnel. Par contre, il n'y a qu'un poste de conduite réservé aux conducteurs de moins de 100 kg. Cet exemplaire unique est prévu pour circuler de préférence par beau temps. À certaines périodes, l'affluence est considérable.
Et la régulation du trafic nécessite une organisation sans faille et une grande compétence du personnel, surtout quand on connaît les aléas de la traction vapeur. Ici, la 66150 assure exclusivement du trafic voyageurs. Allez, on part en voyage, c'est Pour le trafic marchandises, et en particulier les manœuvres dans les triages, la SNCF avait commandé en 1945 les fameux diesel Baldwin, les 040DA, devenus les 62000. En prévision du remplacement de ces locomotives arrivées en fin de vie, 24 BB 66000 de la deuxième tranche vont être transformées à partir de 1985 par les ateliers de Nevers. Elles deviendront les 66700 spécialisées aux manœuvres. À l'extérieur, on les reconnaît à leur livrée orange et marron, mais certaines portent maintenant la livrée fret. Le moteur est toujours le MGO à 16 cylindres de 1400 chevaux. Pas de changement non plus sur le châssis ni sur les bogies, mais le rapport d'engrenage des moteurs de traction a été changé, ce qui ramène leur vitesse limite à 90 km/h. Un attelage spécial type BSI a été monté côté petit capot. La cabine a été radicalement transformée avec l'installation d'un pupitre double central qui permet au conducteur une bonne visibilité dans les deux sens de marche sans changer de place. L'asservissement traction-freinage a été monté ainsi que la télécommande. Les robinets de frein H7A ont été remplacés par la commande électropneumatique PBL2, les indicateurs de vitesse modifiés pour les vitesses lentes, les interrupteurs regroupés de chaque côté du bloc pupitre, la radio-manœuvre a été montée, ainsi que divers autres équipements. Des vitres ont été ajoutées en bas de porte pour améliorer la visibilité des manœuvres. Malgré l'augmentation du poids de ces machines à 71 tonnes, leur effort au crochet est limité à 22 tonnes, ce qui est un peu juste pour le travail à la butte. Malgré tout, 10 autres 66000 ont été modifiés en 66700 en 2003 et 2004. En 1997, les 66600 à moteur Pielstick sont radiés des inventaires et sont rachetés par des entreprises de travaux ferroviaires. La 66606 que l'on voit ici à Ussel roule aux couleurs de l'entreprise Vecchietti avec la 608. La société Mécoli a récupéré les 66610 et 611. L'entreprise Picheneau-Bouillet a racheté la 612. L'Européenne de travaux ferroviaires, ETF, a repris les 66609 et 613 qui sont venus s'ajouter aux deux 66691 et 92 munis d'un alternateur et qui avaient été rachetés en 1982-83. Toutes ces machines ont toujours le moteur Pielstick d'origine, le V12 PA485 qui développe 1800 chevaux.
Même s'il a été réglé à 1500 chevaux, sa réserve de puissance est intéressante pour le travail à petite vitesse avec les lourds trains de travaux. Dans la cabine, peu de modifications ont été faites, sinon l'ajout de quelques appareils de signalisation ou de sécurité pour circuler sur les lignes SNCF. Trois autres 66 600 ont été rachetés par les VFLI, les voies ferrées locales et industrielles. Elles roulent dans le Morvan, entre Autun, Avallon et Cravant, en tête de train qui peuvent atteindre 1800 tonnes. À la différence de leurs sœurs, elles ont été munies d'un nouveau moteur. Il s'agit du V12 4000 R40 de chez MTU, un constructeur né de l'association de Maybach, Mercedes et de l'américain Detroit Diesel Corporation. Ce nouveau moteur développe 2000 chevaux, 1500 kW, mais sur ces machines, il est réglé à 1700 chevaux, soit 1250 kW, à 1500 tours minute. Sa particularité est d'être doté d'une régulation électronique qui assure un excellent rendement et procure jusqu'à 30% d'économie en carburant. La régulation du moteur associée à celle de la génératrice permet un fonctionnement optimum à tous les régimes, même pendant les accélérations. Une partie de l'électronique est installée dans le petit capot. Les autres organes n'ont pas été modifiés, que ce soit le refroidissement, les moteurs de traction, les bogies ou le freinage. En cabine, peu de changements. Les pupitres sont les mêmes. Seuls les tableaux ont été refaits avec de nouveaux appareils de contrôle. Mais ils sont toujours pivotants comme à l'origine. Toutes ces modifications, y compris l'installation des nouveaux moteurs, ont été effectuées par les ateliers CFD de Montmirail. En marche, le moteur paraît plus silencieux et surtout pratiquement plus de fumée, même aux accélérations. Ce nouveau moteur est aussi parfaitement conforme aux normes européennes sur la pollution. C'est à Villeneuve-Saint-Georges que la nouvelle livrée fret fut présentée à la presse le 12 octobre 2001. Des plus récentes aux plus anciennes, toutes les machines vertes étaient là. La 66 218, fraîchement repeinte, représentait la série. Le 1er janvier 1999, la division fret de la SNCF s'est emparée de 224 66 000 répartis entre 7 dépôts. Petit à petit, au fur et à mesure des révisions, la nouvelle livrée est appliquée. Mais il y a de fortes chances qu'on voit encore longtemps des couplages mixtes.
Les nouveaux moteurs des 66 000 des VFLI ayant donné de bons résultats, la direction du fret s'est engagée dans une campagne de remotorisation d'une série de 66 000 et 66 400. La première locomotive traitée est la 66 461, devenue 69 461. Le moteur est le 12V MTU 4000 R41, développant 1040 kW, soit 1400 chevaux à 1500 tours minute. Il est monté sur l'alternateur grâce à une pièce d'adaptation fabriquée spécialement. Le compresseur est maintenant entraîné par un moteur hydrostatique. La régulation du moteur et de l'excitation de l'alternateur est assurée par un automate électronique MTU. Toutes les études et pièces d'adaptation ont été faites par Socofer à Tours. La cabine a été remaniée profondément. Si les pupitres ont gardé la même ergonomie, ils ont néanmoins été reconstruits avec des équipements modernes, comme le frein PBL2. La boîte à levier est sur le devant du pupitre. Au centre du tableau, on trouve le KVB, le contour moteur et l'ampèremètre commutable sur la deuxième machine en cas de couplage. L'indicateur de vitesse est juste à droite et le nouveau bloc radio est doté d'un écran. Et pour le confort des conducteurs, la cabine est équipée d'une climatisation. C'est en ligne qu'on voit l'amélioration apportée par la nouvelle motorisation. Regardez les fumées d'échappement. La 69 461 est en tête du couplage. Tous ces travaux de modernisation sont effectués aux ateliers de Sotteville-Quatremar avec des éléments fournis par Socofer. Cette cure de rajeunissement salutaire va prolonger l'existence des 66 000 d'au moins 10 ans. Ces machines de moyenne puissance, sans panache et plutôt discrètes, auront alors largement dépassé le demi-siècle. Une belle performance pour des locomotives qu'on avait voulu simples et économiques.